Sommes-nous au bord d'une crise financière mondiale? La chef du FMI, le Fonds monétaire international, appelle désormais à la vigilance 3 semaines après la chute de la 16e banque américaine, la Silicon Valley Bank. Depuis, plusieurs banques ont été secouées en bourse aux États-Unis et en Europe. Le Crédit Suisse a même été repris en catastrophe par sa compatriote UBS. Alors faut-il s'inquiéter? Que se passe-t-il précisément? Peut-on parler de crise bancaire et quel impact pourrait avoir cette crise ici au Maroc? Passage au scan. Je suis Landry Benoît, vous écoutez le scan, le podcast actu de Tel Quel, et je vous propose de parler du spectre d'une crise bancaire. C'est la plus importante faillite bancaire depuis 2008. Tout part de la chute d'une banque californienne. Elle s'est écroulée en moins de 48 heures seulement. La SVB qui a entraîné derrière elle un vent de panique sur les marchés. La tempête qui secoue la finance mondiale. En quelques jours, en une semaine, 10 jours. C'était le 10 mars dernier, la SVB, la Silicon Valley Bank, s'écroulait après plusieurs jours de tension. La 16e banque américaine tirait le rideau et avec elle, plusieurs banques allaient être secouées sur les marchés financiers. D'abord, la First Bank américaine, toujours vacillante, qui a fait l'objet d'un sauvetage inédit de banques consoeurs américaines qui lui ont versé 30 milliards de dollars pour éviter la faillite. Et puis en Europe, une faillite évitée également de justesse, celle de Crédit Suisse. Des inquiétudes également autour de banques allemandes et françaises. Alors que se passe-t-il? Pour y voir plus clair, je vous propose d'appeler Hamza Benani. Il est économiste spécialiste des banques centrales et professeur des universités en économie à l'Institut d'économie et de gestion de l'Université de Nantes. Bonjour Hamza Benani. Bonjour Landry Benoît. Les inquiétudes grandissent depuis plusieurs semaines après la faillite de la SVB. Que s'est-il passé? Pourquoi la SVB a fermé si vite? Alors, en fait, pour comprendre ce qui s'est passé avec la SVB, il faut revenir un petit peu en arrière, notamment en 2008, lors de la crise financière globale. Et donc, suite à cette crise, la Réserve fédérale américaine a fortement baissé ses taux, a injecté énormément de liquidités pour aider les marchés, notamment le marché interbancaire, à se ressaisir. Donc les établissements bancaires avaient un accès quasi illimité et gratuit aux liquidités. C'était d'autant plus vrai lors de la crise de la Covid-19 où, encore une fois, la Réserve fédérale américaine a fait preuve d'interventionnisme pour aider les banques. Et avec ces liquidités, un certain nombre d'établissements bancaires en fait, ont investi massivement dans les obligations du Trésor américain parce que c'était considéré comme des investissements très, on va dire, très sûrs. Et vu qu'il y a une relation inverse entre le taux d'intérêt qui était très faible et le prix de ces obligations, en fait, ces obligations étaient très valorisées. Sauf que depuis début 2022, avec l'invasion de la Russie vers l'Ukraine et depuis la reprise de l'inflation et la hausse des taux d'intérêt, la valeur de ces obligations a fortement chuté. Et donc, mécaniquement, le bilan de ces banques a été impacté parce que les obligations qu'elles avaient dans leurs actifs, en tout cas la valeur de ces obligations a fortement chuté. C'est ce qui a provoqué du coup ce qu'on appelle un bank run vers ces banques. Donc en gros, les clients de ces banques se sont précipités vers les guichets pour retirer leurs dépôts, ce qui a mis encore plus en difficulté du coup la Silicon Valley Bank qui a été obligée du coup de faire faillite. Et dans la foulée, donc le gouvernement américain a pris des décisions spectaculaires, en tout cas inédites dans la garantie des dépôts des clients de la Silicon Valley Bank. Une leçon tirée de 2008 selon vous? Oui, vous avez tout à fait raison. En fait, la Silicon Valley Bank n'est pas une banque systémique. Ce n'est pas une banque, ce qu'on appelle une banque too big to fail. C'est-à-dire que sa faillite ne va pas entraîner la faillite d'autres établissements bancaires. C'est sans commune mesure avec la banque Lehman Brothers, par exemple, en 2008. Néanmoins, ce que voulait éviter la Réserve fédérale américaine, c'est le risque de contagion vers les autres banques régionales. Et donc, si jamais la Réserve fédérale américaine n'était pas intervenue, les clients d'autres banques auraient également potentiellement paniqué, se seraient également précipités vers les guichets de leur banque pour retirer leurs dépôts, ce qui aurait mis en difficulté ces mêmes banques. Donc la Réserve fédérale américaine voulait envoyer un signal aux ménages dans l'entreprise en leur disant « Ne vous inquiétez pas, même si les banques sont en difficulté, nous garantissons vos dépôts ». Donc c'était avant tout un signal qui était envoyé aux Américains. Alors même que la faillite de la SVB, concrètement, n'a pas d'impact systémique sur le système bancaire, économique et financier des États-Unis.
Et depuis, les banques européennes ont été bousculées, notamment Crédit Suisse qui a été racheté en catastrophe par son concurrent UBS. Quel était le problème de Crédit Suisse, Hamza Bennani? Pouvait-elle présenter un réel danger pour le secteur bancaire européen en cas de faillite? Alors oui, contrairement à la SVB, le Crédit Suisse fait partie de ces banques dites systémiques, c'est-à-dire que la faillite de Crédit Suisse risque d'entraîner d'autres banques, notamment européennes, vu leur grande interdépendance et leur interconnexion, aussi vers la faillite. Mais en fait, les difficultés qu'a connues la SVB, c'est pas ce qui a provoqué les difficultés de Crédit Suisse, hein. Mais ça les a amplifiées, parce que Crédit Suisse connaît des difficultés depuis plusieurs années, aussi pour plusieurs raisons, un mauvais management, des investissements extrêmement risqués, et surtout, ce qui a véritablement provoqué un certain nombre de difficultés pour Crédit Suisse, ça a été la fameuse interview de la banque saoudienne, donc qui est l'un des investisseurs les plus importants de Crédit Suisse, qui a affirmé du coup que même si Crédit Suisse était en difficulté, elle n'apporterait pas plus de capitaux. Donc il n'y a pas de lien direct entre ce qui s'est passé aux États-Unis et ce qui se passe au Crédit Suisse, mais il y a un mouvement d'amplification. C'est venu véritablement amplifier les difficultés de Crédit Suisse. D'ailleurs, il y a eu la démission du président de la Saudi National Bank après cette affaire de Crédit Suisse. Ah oui, tout à fait, parce que son intervention a été très contre-productive, parce qu'au final, la Saudi National Bank, qui possède 10% des actions de Crédit Suisse, en faisant cette interview, elle a contribué elle-même à ce que ses propres actions perdent de la valeur. Donc, in fine, cette interview qui, en soi, en fait, ne servait à rien. C'était peut-être juste pour prévenir Crédit Suisse qu'il ne devait pas s'attendre à ce qui est une plus grande assistante de la Saudi National Bank, mais en fait, ils ont eux-mêmes provoqué la perte de valeur des actions de Crédit Suisse. Donc, c'est ce qu'on appelle en économie une prophétie autoréalisatrice, hein. C'est-à-dire que en voulant prévenir les marchés qu'en cas de difficulté, la Saudi National Bank n'interviendra pas, en fait, c'est cette même Saudi National Bank qui a elle-même provoqué ses propres difficultés. D'où la démission, du coup. Autre victime européenne, c'est donc Deutsche Bank. Pas de faillite, mais un plongeon en bourse. Que se passe-t-il ? Alors oui, pour la Deutsche Bank, c'est à peu près la même histoire que pour Crédit Suisse, c'est-à-dire c'est des difficultés qui remontent quasiment à 2008, et c'est véritablement spécifique au secteur bancaire européen qui, en moyenne, est beaucoup moins rentable que le secteur bancaire américain et qui est dû à plusieurs raisons structurelles, une croissance extrêmement faible en Europe depuis 2008, une trop forte réglementation qui, d'après les banques, pénalise leur croissance, et surtout aussi un très mauvais management de la Deutsche Bank. Et donc, la difficulté de la Deutsche Bank remonte à beaucoup plus longtemps et est due à des raisons beaucoup plus structurelles et beaucoup plus propres à cette banque qu'à ce qui se passe actuellement avec la SVB ou d'autres banques, et qui est principalement dû en fait à des raisons conjoncturelles, c'est-à-dire la hausse des taux. Et donc, cette hausse des taux, bien évidemment, n'aide pas les banques, mais les difficultés de la Deutsche Bank et de Crédit Suisse sont beaucoup plus structurelles. Et les banques françaises, Société Générale et Crédit Agricole, pourraient-elles aussi s'inquiéter, selon vous, Hamza Bennani? Pourquoi? Ah oui, bien évidemment, parce que si jamais il y a la faillite de Crédit Suisse ou bien de la Deutsche Bank, encore une fois, il y aurait cet effet de contagion, parce que les banques européennes sont extrêmement interdépendantes au niveau du marché bancaire européen, interbancaire européen, pardon. Donc effectivement, toute faillite, et c'est la raison pour laquelle la Banque centrale suisse, sa première réaction, ça a été d'être extrêmement proactive et de fournir des liquidités à Crédit Suisse, parce qu'on sait pertinemment que la faillite de Crédit Suisse risque d'entraîner d'autres banques dans de très très graves difficultés. Donc les banques françaises sont aussi extrêmement exposées à la situation des banques suisses et des banques allemandes. Mais pour l'instant, vu que les autorités suisses et les autorités européennes ont été très proactives et ont essayé de trouver une solution rapidement, pour l'instant, on n'observe pas de difficultés particulières, notamment pour la Société Générale et d'autres banques françaises. Société Générale et Crédit Agricole, qui sont deux banques françaises présentes au Maroc, si la panique devait continuer, si contagion il y avait, est-ce que cela pourrait affecter aussi l'Afrique, selon vous ? Alors, ça pourrait affecter l'Afrique, mais avec une ampleur qui serait beaucoup moindre, parce que dans la plupart des pays africains, notamment au Maroc, il y a un fort contrôle des capitaux, ce qui en soi est une très bonne chose en cas de crise, parce que lorsqu'on a une crise, la première réaction des investisseurs des marchés financiers, c'est de rapatrier leurs capitaux. Et donc, ce qui entraîne un certain nombre de pays dans de graves difficultés financières, mais des pays comme le Maroc, on serait préservé tout simplement parce qu'il y a des contrôles de capitaux, et donc il n'y aurait pas un effet de contagion trop fort. Néanmoins, il y aurait un impact qui est indirect, c'est-à-dire que si jamais il devait y avoir une crise financière et économique en Europe, le premier marché, en tout cas les principaux partenaires européens pour la plupart des pays africains, encore une fois,
le Maroc, c'est l'Europe. Et donc, le Maroc serait bien évidemment impacté, non pas seulement du point de vue économique à travers les échanges de biens et services, mais également du point de vue financier. Donc voilà, on devrait s'attendre effectivement à un impact, mais qui ne serait pas aussi fort, par exemple, que l'impact qu'il y aurait en Europe suite à une crise financière ou économique aux États-Unis. Hamza Benani, ça fait près d'un mois que cette série, entre guillemets, dans le secteur bancaire et financier perdure. Est-ce que vous parlez, vous, de crise, clairement? Et si oui, quand va-t-elle s'arrêter? Jusqu'où peut-elle aller? Alors, est-ce qu'on peut parler de crise? Pour l'instant, ça serait peut-être un peu hâtif de parler de crise. Il y a des difficultés, il y a un certain nombre de fragilités qui peuvent effectivement mener à une crise. Et quand est-ce que ça pourrait se terminer, où cela peut mener? En fait, tout dépend du contexte géopolitique, plutôt de l'évolution du contexte géopolitique, parce que le point de départ des difficultés que l'on connaît à présent, c'est la hausse du niveau des prix. C'est la très forte inflation qui est directement due à l'invasion de la Russie, à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et donc, si cette situation perdure, malheureusement, on devrait s'attendre à une hausse constante et persistante des prix, ce qui pousserait les banques centrales, encore une fois, à augmenter leur taux d'intérêt, ce qui pourrait potentiellement mettre, on va dire, un certain nombre d'établissements financiers, un certain nombre d'établissements bancaires encore plus en difficulté. Donc c'est véritablement l'évolution de la situation géopolitique qui permettra de savoir effectivement vers où on se dirige. Est-ce qu'on se dirige vers une aggravation des difficultés, ou bien on se dirige vers une situation un peu plus apaisée où les banques centrales pourraient freiner la hausse des taux et donc peut-être ne pas pousser certaines banques vers encore plus de difficultés. Merci Hamza Benani. Merci à vous. Le Scan, le podcast d'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Adam Al-Arshawi. Et n'hésitez pas à vous abonner sur le site telquel.ma et à nous retrouver chaque jour du lundi au vendredi sur toutes les applications de plateformes de podcast et de streaming.